faire un très bon, cette NUP pourrait faire un très bon premier tour, mais faute de réserve de voix et avec un adversaire qui est la majorité présidentielle qui occupe un bloc central, dans le cas de duel, majorité face au RN, une partie de la gauche voterait contre le RN, et dans les duels face à la NUP, sans doute une partie de la droite, mais comme le disait Ruth, il faut d'abord la mobiliser, pourrait voter contre la gauche. Il y avait un slogan de la gauche en 86 qui était « Au secours, la droite revient », et ben, avec une concierge et un balai qui poussaient des cris d'horreur. Là, c'est vrai affiche restée célèbre. Et là, l'entretien d'Emmanuel Macron est dans cette logique-là de mobiliser. Il a parlé qu'à son socle, qu'à son électorat pour le mobiliser dans la perspective peut-être non pas du premier tour, mais du second tour. Et ça sera intéressant de voir que fait l'électorat, par exemple, du Rassemblement national. On reconquête dans une moindre mesure, mais qu'est-ce que fait l'électeur RN? Est-ce qu'on dit les populismes sont extrêmement poreux? Est-ce qu'il va plutôt vers Jean-Luc Mélenchon, peut-être dans des quartiers populaires, ou notamment dans PACA, dans le sud du pays? Ah non, alors là, les impôts, la spoliation, pourquoi pas les chars russes, place de la Concorde? Non, 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 alors là, on vote pour la majorité présidentielle. Alors, on va revenir sur Macron-Mélenchon, évidemment, ce grand duel à distance. Mais si on revient sur la circonscription dans laquelle on s'intéressait, c'est intéressant aussi de voir l'intention de vote au second tour, s'il y en avait un. C'est-à-dire si Marine Le Pen n'avait pas ses 51%. Alors, on le voit face à la candidate justement de la gauche, on est à 56-44 pour le deuxième tour. Et là, alors c'est encore pire, c'est donc l'AREM, 37%. Alors là, on voit bien que finalement, elle ferait bien plus face à l'AREM que face à la gauche. Disait Valérie, voilà un cas qui est rare, qu'on a vu à l'élection présidentielle en Guadeloupe ou en Martinique, où le vote de colère Mélenchon du premier tour est allé vers le vote Marine Le Pen au deuxième tour. Là, une partie du vote Marine Tondelier irait voter Marine Le Pen contre la candidate de la République En Marche. C'est en revanche beaucoup plus serré dans le cadre du duel des deux Marines, Marine Le Pen contre Marine Tondelier, 56-44, c'est un rapport de force plutôt serré, mais qui reste net pour Marine Le Pen. Ça montre en creux, ça montre en creux la difficulté de la configuration du duel pour le Rassemblement national, parce que le duel peut créer une logique d'élimination. On va voter contre le Front National, contre les candidats RN. Je rappelais ici récemment qu'entre 1988, la victoire de Yann Piat, qui était la filleule de Jean-Marie Le Pen dans le Var, et 2017, le RN n'avait gagné aucune circonscription dans le cadre de duel. Ils en avaient gagné uniquement dans le cadre de triangulaire, notamment en 1997. Là, voilà, le duel reste quelque chose de très compliqué pour le RN. Et on l'a vu au régional. Exactement. La déception, enfin je veux dire la sidération, PACA et le Nord-Pas-de-Calais. En 2015 comme en 2021. Mais ce que vous disiez sur la porosité des électorats est intéressant, parce que dans le cas d'un duel RN, La République En Marche, vous voyez bien qu'il y a évidemment des voix NUP qui se sont passées au RN, puisque le score est très, très, très élevé pour Marine Le Pen. Ça veut dire qu'elle récupère des voix de gauche. Elle récupère finalement des voix. Donc il y a aussi, mais bon, les cas seront assez et il n'y a plus l'étendard Front républicain qu'on entendait beaucoup. Finalement, là, on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Ce type de mécanisme, c'est-à-dire une fluidité Mélenchon-Le Pen, pourrait plus fonctionner dans le quart nord-est pour la NUPES comme pour le RN que dans le quart sud-est où vraiment c'est un RN de droite, si je puis dire, qui ne voudra pas donner ses voix à la gauche. Avec une porosité qui est le fruit de l'antimacronisme qui est encore à l'œuvre. Et c'est là où cette élection, et Frédéric l'a dit dans un papier dans Le Monde extrêmement intéressant, cette élection n'a rien purgé. On a l'impression, beaucoup de Français ont l'impression d'un mandat de 10 ans, d'un mandat qui continue avec effectivement une nouvelle équipe gouvernementale, mais qui n'a pas frappé un grand coup avec une nouveauté, un Emmanuel Macron qui est relativement absent, et donc il y a une partie des Français qui se dit, bon ben là, on veut prendre notre revanche, mais une vraie revanche, parce que les scores, en plus, ont été assez serrés au premier tour. Et je rejoins ce que dit Ruth, c'est la première fois. Normalement, il y a un souffle. L'opposition, après une défaite, est totalement désespérée. On se souvient, en 2017, en 2012, il y a sauf Ségolène Royal qui était sur son balcon en disant « j'ai quand même gagné ». Bon, enfin, sinon, une présidentielle, les perdants ont le moral dans les chaussettes. Et là, le moral, il est où? Il est chez les perdants. Il est chez la NUPES, où on les voit, ils collent jusqu'à 1h du matin. Parce qu'ils sont motivés par trop de tactique. Bien sûr. Pas un raisonnement
de stratégie et un raisonnement de fond. Il y a eu de la part d'Emmanuel Macron un raisonnement tactique. Il a fait de la tactique pure pour gagner la présidentielle et pour gagner cette législative. Il ne fait pas une campagne de fond, il fait une campagne tactique. Il fait quels sont les rapports de force? Je gagne grâce à ces rapports de force. Il ne fait pas une campagne sur les idées ou sur le fond. Il l'a fait, et c'est très étonnant venant de lui, qui ne vient pas du sérail, qui théoriquement devrait être un peu en dehors des calculs politiciens. Oui, voilà. Mais là, il fait de la pure tactique. Et puis, il y a quand même quelque chose pour la gauche, c'est qu'il a réussi, Jean-Luc Mélenchon, cette fameuse alliance dont on a parlé pendant des semaines et des mois, qui semblait absolument impossible, puisque chacun est allé avec son ou sa candidate à l'élection présidentielle. Et ce qui était impossible est devenu finalement possible avec cette alliance souhaitée par la gauche. Donc, du Même coup, si tout n'est pas rose, hein, si je puis dire quand même. Non, il est rose, vert et rouge. Voilà, et après, chacun... Il y a beaucoup de dissidents. Il y a beaucoup de dissidents, mais quand même, c'est l'espoir de la gauche. Un sacré pari. Valérie disait tout à l'heure, c'est vrai que la gauche se dit, mais attends, demain, on sera la gauche dans son ensemble, la NUP, le grand ensemble, ce sera le retour de la gauche dans l'hémicycle. Si il y a une progression aussi forte que quand même les enquêtes nationales l'annoncent, ça va être très spectaculaire quand même dans l'hémicycle. Après, est-ce que ça durera cette union de la gauche? Non, mais c'est l'espoir pour aller voter. Oui, hein, mais ce que je voudrais rajouter à ce qui a été excellemment dit là, c'est que Emmanuel Macron, vous dites il fait de la tactique, etc. Certes, mais Emmanuel Macron, d'une certaine manière maintenant, il incarne la droite. Et il fait un score dans cette circonscription qui est le score que fait la droite. Et NUP fait à ramener tout ce qui était l'électorat de gauche, d'une certaine manière, même si on le sait, Marine Le Pen a des voix populaires, etc., des défavorisés, des précaires, etc. Donc, ce qu'on voit là se dessiner, c'est que au-delà de cette circonscription du Nord, du Pas-de-Calais, pardon, c'est que Emmanuel Macron incarne la droite, la NUP incarne la gauche, et que tous les autres sont d'une certaine manière, à l'exception relative de Marine Le Pen, balayés. La décomposition, recomposition du paysage ressemble quand même à quelque chose d'assez étonnant. Il y a quand même un risque donc, là, pour Emmanuel Macron. C'est pas gagner la majorité. Notre dernière estimation nationale, projection donnait quand même une majorité. On aura en fin de semaine aussi, hein, d'ailleurs. Oui, on en aura une demain et une autre vendredi pour la fin de cette campagne. Donnait quand même une majorité, mais c'est vrai que le bas de notre fourchette de projection en siège donnait une majorité relative, ce qui est déjà arrivé récemment, si je puis dire, pour un président réélu, c'était François Mitterrand, qui l'emporte très largement en 1988 face à Jacques Chirac, et malgré tout, n'a pas la majorité absolue, avec un gouvernement socialiste qui, pendant 5 ans, aura navigué avec une majorité relative, des débauchages de députés centristes, et surtout le fameux 49.3. Rocard l'avait utilisé une quarantaine de fois. Dans le contexte de notre pays assez inflammable, 3 ans après le mouvement des Gilets jaunes, je doute que le 49.3 sera l'arme utilisée fréquemment. C'est plus possible, de toute façon, ça peut être possible que pour le budget. En plus. C'est là où il est plus possible d'utiliser autant. Exactement. C'est là où l'abstention a aussi un rôle très très important. Et c'est là où on ne comprend peut-être pas pourquoi, vous allez me le dire, c'est vrai que mais il ne fait pas vraiment campagne, Emmanuel Macron, alors qu'il a besoin, en fait, finalement, de mobiliser les Français. Oui, mais contrairement à une présidentielle normale, alors il y a beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron qui, là, je suis sûr, nous regardent en fulminant, en disant « c'est pas possible, quand même, il a été réélu, c'est incroyable, un président si jeune ». Et c'est vrai, il faut quand même dire les choses sur la réélection d'Emmanuel Macron, il y a 3-4 ans, voilà, c'était pas forcément gagné. C'est vrai, là, on a beaucoup parlé de cette élection qui était quand même très particulière, notamment avec la montée de Marine Le Pen dans les sondages les derniers jours, les gens qui se sont dit est-ce que je vote utile, je vote pas utile. Deux crises majeures. C'est pas, on le sait, non plus une élection sacrée et sacrale, on va dire. Exactement, mais 2 crises majeures pendant le quinquennat, donc effectivement, c'est historique et c'est une belle performance. Mais après, à partir du moment où vous êtes réélu, tout change, puisqu'il n'y a pas d'excitation d'un nouveau programme. Oui, il le sait, il aurait dû peut-être là... Et comme vous êtes dans la continuité... Oui, mais cette continuité, il l'a organisée. Il a joué. C'est en ça que je disais tactique. Il a il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de changement, qu'il ait l'impression d'une non-élection et qu'en fait on passe d'un mandat à l'autre le plus normalement possible, sans débat. Alors pourquoi avoir peur du débat? Pourquoi avoir peur? Parce que oui, effectivement, quand on est dans le en même temps, c'est vrai que y a sur certaines positions, c'est compliqué parce qu'on ne plaît pas à toutes ces troupes. Mais il faut assumer.
les débats. On parlera demain de la circonscription. Les débats ne sont pas assumés. Qui ne veut pas débattre. Les débats ne sont pas assumés. Les débats sur la laïcité, sur l'économie, sur la politique étrangère ne sont pas assez assumés. Sur les retraites, c'est incroyable. Sur les retraites. Évidemment, voilà. Donc il faut assumer. Ça peut faire mal, mais au moins c'est de la vie démocratique, c'est la vie électorale. Et je vais être très égoïste, mais pour nous journalistes, c'est notre rôle aussi de faire vivre cette campagne. Et on a eu en face de nous une forme de non, on ne veut pas être dans cette partie-là. Moi, je ne suis pas sûre que ça rende service à la démocratie. Bien sûr, je suis assez d'accord. Je pense que cette temporisation a chloroformé la campagne. Quand on se souvient aussi de 2017, où la formation du nouveau gouvernement avait envoyé des messages très clairs qui avaient dynamisé le socle électoral d'Emmanuel Macron, un Premier ministre de droite, la promesse de réforme. Là, c'est vrai que oui, votre formule, Renaud, du mandat de 10 ans est tout à fait juste, parce que dans nos enquêtes, même quantitatives, celle du JDD, on a une popularité présidentielle qui n'a ni augmenté ni baissé. Elle est tout à fait stable, avec les mêmes raisons de satisfaction, les mêmes raisons de mécontentement la première ministre, pareil, à l'avant-quinquennat, même si sa nomination a pu, en termes de symbole, une femme, quelqu'un qui a un parcours très solide, mais il y a eu une sorte de hiatus entre la nouveauté liée à ce qu'elle est, à cette nomination, et la continuité des choix de l'équipe du gouvernement. Oui, mais finalement, la stratégie de chloroforme ou d'anesthésie, ça n'a pas si mal réussi à l'élection présidentielle Emmanuel Macron. Donc, au fond, réélu, alors que peu de débats. La preuve, on dit aujourd'hui, personne n'a fait le bilan de son quinquennat. Donc, on a continué, avec un choix contraint. Le second tour est toujours un peu particulier quand on est face à représentant du Rassemblement national, et il s'est dit, au fond... Il n'est pas interdit d'être habile, c'est ce que vous dites. Voilà, mais deux scrutins différents. Ça n'empêche pas une deuxième fois. Oui, ça n'empêche pas que d'abord on peut penser que c'est un pari risqué, et que par ailleurs on peut penser que c'est de la tactique pure, et qu'on a besoin d'un débat de fond. Je suis d'accord. Mais je comprends ce que vous dites, c'est exactement ce qui s'est dit. On peut rejouer. Et quand on attend un mois après une réélection pour nommer un gouvernement, donc franchement, pendant un mois, en disant... assez longue. Première sortie d'Emmanuel Macron après sa réélection, il dit « on va laisser les choses se décanter ». Alors ça, elles se sont bien décantées, tranquillement. Et donc, il a regardé le paysage. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit? Jean-Luc Mélenchon, c'est la raison pour laquelle il est devenu la cible. Et que d'un seul coup, tout le monde montre Jean-Luc Mélenchon comme la même équipe gouvernementale avait montré Marine Le Pen. Voilà, on a changé d'ennemi. Et cette semaine, il a envoyé ses troupes, d'ailleurs, justement... Cibler Jean-Luc Mélenchon. Pour cibler Jean-Luc Mélenchon. On va écouter, on en reparle juste après. Après 3 échecs à l'élection présidentielle, il essaye d'avoir un 4e tour, un 5e tour, une revanche. Et je veux leur dire, ne vous faites pas voler cette élection. C'est une inquiétude. On ne peut pas se réveiller dimanche prochain avec une mauvaise surprise, une minorité pour bloquer. Nous, on veut une majorité pour agir, c'est toute la différence. Je pense que la graine de la violence, c'est d'avoir des réactions aussi brutales que celles de Jean-Luc Mélenchon. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est celui de la baisse des pensions de retraite, qui est celui d'une loi d'amnistie pour les casseurs, d'un rapport particulier, je crois qu'on peut le dire, à la République. Moi, j'invite les électeurs de gauche à lire le programme de la France Insoumise. Ils ne peuvent pas se retrouver dans le programme de la France Insoumise. L'extrême gauche. Pardon, mais Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, ça n'est pas la gauche. Ils sont au second tour. Voilà, en fait, toutes ces interviews, c'est de ce matin, vous voyez, donc c'est fait suite forcément à ce week-end. On attendait cette interview dans la PQR d'Emmanuel Macron et sa nouvelle méthode, d'ailleurs. Finalement, c'est ça qu'il nous a aussi donné. Et là, on a vu quelques phrases assez directes contre Jean-Luc Mélenchon. La campagne a commencé ce week-end, ce matin. Voilà. C'est vrai que son talent de ces derniers temps, c'est de raccourcir les campagnes, de les faire les plus courtes possibles, et puis de dire, malgré tout, c'est moi ou le chaos. En fait, pas le chaos, mais le chaos. C'est ça, parce qu'il a bien taclé, il répète la même stratégie. La NUPES, en disant, alors les mots exacts, c'est il a compté le nombre de mots, taxation, interdiction qu'il y avait. Voilà, il a dit que de toute façon, la Constitution ne l'obligeait pas à nommer Jean-Luc Mélenchon, et qu'en plus, Jean-Luc Mélenchon, il ferait mieux peut-être de candidater pour l'élection législative. C'est toujours assez étrange d'avoir un Premier ministre qui n'est pas candidat en fait, à une élection. De gagner une élection quand on ne s'y présente pas. Il l'a bien taclé, aucun parti politique. C'est effectivement la réplique de la stratégie présidentielle, c'est susciter le rejet, la peur, en mobilisant son électorat. Attention, et cette fois, c'est on sent qu'il a été Jean-Luc Mélenchon, le Chavez gaulois, parce que moi je cite aussi Bruno Le Maire.
J'aime beaucoup cette formule, le Chavez gaulois. Le Chavez gaulois. Voilà, pour ceux qui auraient oublié le président du Venezuela, qui n'était pas vraiment un démocrate. Et puis les citations, effectivement, vous avez tout le monde... C'est pas tout à fait les mêmes chiffres, d'ailleurs, que donnent les ministres ou le président de la République sur 20 ou 30 fois entre le mot interdiction et taxation. Ça varie un peu. Mais l'idée, c'est effectivement la même chose, rejet-peur. Mais obligé par Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, on le ressent un peu comme ça. Je pense qu'au début, ils se sont dit, on va le laisser s'éteindre. On ne va pas répondre pour qu'on ne donne pas de rebond et qu'on ne donne pas de relief à sa proposition. Le problème, c'est que ça a pris, ça a globalement pris. Il y a des dissidentes, il y a des problèmes, il y aura des problèmes pendant les années qui viennent. À n'en pas douter, il y a des divergences de fond entre ces partis, elles ressurgiront. Mais sur le moment, et cette alliance électorale, elle marche. Et on verra, enfin, elle marche plutôt. Mais donc, c'est le deuxième temps. On a essayé de poser un duvet, d'étouffer, ça n'a pas marché, donc il faut réagir. Tout ça fait que le temps passe, que les polémiques prennent de l'espace, qu'on perd aussi un peu à droite et à gauche, et qu'il faut quand même être reconnaissable et clair pour cette élection. Ça ne les empêchera pas de gagner peut-être. Moi, ce que je déplore un peu, c'est quand même la méthode. Voilà, et il tacle aussi ses deux adversaires principaux, puisqu'il dit, je vois dans le projet de Jean-Luc Mélenchon ou Madame Le Pen, un projet de désordre et de soumission. Ce que Amélie Montchalin appelait hier les jumeaux de la peur. Oui, lors du grand jury RTL, elle a eu LCI, cette expression Amélie sur LCI, les jumeaux de la peur. Mais en même temps, les jumeaux de la peur, on a l'impression qu'ils ont forcé, ils ont poussé Emmanuel Macron. En tout cas, pour le grand public, c'est peut-être comme ça qu'il le voit aussi. Oui, mais ce qui me semble, moi, très, très étonnant, c'est Emmanuel Macron, qui était le champion de celui qui allait réenchanter d'une certaine manière. C'est ce qu'il nous avait dit en 2017. Il fallait redonner ces lettres de noblesse à la politique, etc. Là, en fait, il nous demande de voter contre. Il ne nous demande pas de voter pour. Il nous demande de voter contre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et leurs candidats. Et je trouve que c'est une stratégie qui est très étonnante de la part du président de la République. Alors qu'il a été élu aussi quand même beaucoup contre peut-être Marine Le Pen dans un certain cas. Oui, non, il y a quand même une partie de vote. D'adhésion. Vous oubliez qu'il a progressé entre son score du premier tour de 2017 et son score de 2022, qu'il emporte avec 5 millions de voix d'avance sur Marine Le Pen. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, Valérie, c'est plutôt la stratégie d'un parti d'opposition. C'est-à-dire essayer d'actionner une sorte de vote sanction. Il essaye d'actionner un vote sanction contre Marine Le Pen et contre Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui est au pouvoir. Alors, c'est vrai aussi au positionnement central de La République En Marche, de ce bloc, parce que la France s'est quand même réveillée le 10 avril avec 3 blocs, et il est face à 2 blocs. Ce positionnement central l'aide, mais c'est vrai que ce n'est absolument pas un discours d'une majorité présidentielle. En tout cas, on n'avait jamais eu un discours aussi défensif pour un mouvement qu'il a emporté si nettement il y a à peine un mois et demi. Parce que Jean-Luc Mélenchon a gagné en fait sur ce temps. Cette semaine-là où on n'a pas vu ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron qui a mis du temps, un mois, donc pour décider son nouveau gouvernement, lui, il a occupé l'espace médiatique. Exactement. Et il sait très bien le faire, quoi qu'on en pense. Pas seulement, il a aussi réalisé une alliance. Il a réalisé une alliance. Sur le terrain. Il a réussi son pari. Emmanuel Macron, il est victime du syndrome des midterms. Ce sont des midterms, en fait. Si je reprends pour mandat de 10 ans, voilà, il y a des midterms avec des élections législatives. Et dans les midterms, on essaye de freiner au maximum l'exécutif. Et là, on a effectivement 3 choses. Les polémiques se sont développées depuis 3 semaines de manière totalement anormale, avec des polémiques qui ont duré et qui auraient pu être beaucoup plus courtes. Deuxièmement, la NUPES, effectivement, a un taux de notoriété qui est quand même incroyable. On dit la politique n'intéresse plus personne, c'est extrêmement difficile de faire émerger un candidat ou une candidate ou une organisation politique. Il y a aujourd'hui, les gens qui s'intéressent un peu à la politique, ils ont tous entendu parler, et même le fait que le nom soit imprononçable et que ça a même attiré, je dirais, l'oreille en disant tiens, il se passe quelque chose. Et puis troisièmement, par exemple, il s'est passé en Occitanie quelque chose de très important. Carole Delga, ces dernières heures, qui était contre effectivement cet accord avec Jean-Luc Mélenchon, a dit évidemment au second tour, si jamais les dissidents, parce qu'il y a beaucoup de dissidents en Occitanie, terre historique, Georges Frêche, où effectivement il y a une
une identité qui est très forte et on est plutôt sur un modèle social-démocrate, elle a dit évidemment on votera NUPES. Et cet après-midi... Parce que c'est de la gauche qui n'est pas morte, mais la gauche qui en effet a du mal à exister et finalement à diriger aujourd'hui. C'est d'autant plus étonnant que c'est Carole Delga elle-même qui a investi les candidatures des dissidentes. Exactement. Oui. Et donc ça montre que... faire renaître le Parti socialiste. La poussée de la base. Être ce phénix, on va dire. Et la poussée de la base est trop forte. Une question. Hidalgo, ça a été pareil, elle a dû céder. Oui, une question que se posent les téléspectateurs, les Français forcément pour cette élection. Est-ce que Emmanuel Macron peut ne pas nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre si la NUPES arrive en tête? Clairement. Parce que, évidemment, Emmanuel Macron répond que non, que rien ne l'y oblige, que ce n'est pas écrit dans la Constitution. En même temps, hier d'ailleurs sur notre antenne encore, Jean-Luc Mélenchon s'est dit mais c'est la tradition, je ne vois pas de toute façon qui est-ce qui pourrait nommer. Donc on se pose cette question. Alors, qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce qui peut se passer, Arlette? On va regarder les précédents. On se souvient, première cohabitation. François Mitterrand n'a pas très envie en 86 de choisir Jacques Chirac. Voilà. Alors il essaye d'appeler son copain Jacques Chaban-Delmas, qui est, c'est vrai, à droite, mais qu'il connaît bien, ils ont des relations personnelles. Puis finalement, il se rend compte qu'il faut nommer le chef de l'opposition. Et donc, il nomme Jacques Chirac Premier ministre. Et le même Jacques Chirac, on le rappelle aussi, Jospin, de la même façon, choisit Lionel Jospin pour diriger le gouvernement. Et là, une cohabitation qui durera quand même 5 ans, ce qui est quand même aussi beaucoup. Donc voilà, donc on peut dire « je n'en veux pas », mais au fond, on choisit celui qui apparaît comme le leader de l'opposition. Et le fait qu'il ne soit pas élu à l'Assemblée, qu'il ne soit pas parlementaire, n'est pas un problème. Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, ou la NUP, comme on le souhaite, il y a quand même un enjeu là pour la gauche. Quel est-il? C'est de peser le plus possible à l'Assemblée nationale. Et on peut imaginer que plus, évidemment, le groupe est grand, et vous allez peut-être me donner une proportion, à quel moment il peut nuire vraiment finalement à la majorité? En fait, paradoxalement, c'est d'autant, je dis paradoxalement parce que Jean-Luc Mélenchon n'y sera pas. Et lui n'y sera pas. Alors que c'est vraisemblablement à l'Assemblée que beaucoup de choses vont se passer. C'était une chambre, on va le dire gentiment, d'enregistrement avec l'énorme majorité dont disposait le président de la République. Ça ne sera peut-être pas le cas, on verra, j'en sais rien, je ne fais pas de prédiction. Nos amis nous disent d'une majorité relative à une majorité... Jusqu'à 310 sièges. Voilà, jusqu'à 310 sièges. Mais ça veut dire que les oppositions, les partis là, qui reprendront leur identité au sein de la NUP, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, les Républicains, le Rassemblement national et puis des non-inscrits divers et variés, vont quand même batailler contre la majorité sur un certain nombre de textes. Je pense notamment à la réforme des retraites, mais pas seulement. Le premier texte de loi qui va venir, qui sera sur l'inflation, le projet de loi pouvoir d'achat, merci beaucoup. Par exemple, la France Insoumise demande un certain nombre de choses, le Rassemblement national en demande d'autres. Il va se passer quand même des batailles homériques à l'Assemblée, d'une certaine manière. Et je prie les puristes de ne pas m'agonir d'injures tout de suite, on va revenir à un régime quasiment de 4e République avec un pouvoir des partis très fort. À quel moment ça peut vraiment bloquer la majorité c'est vraiment majorité absolue versus majorité non absolue, majorité relative. Notre dernière projection donnait la NUPES entre 170 et 205 sièges. Alors même le bas de la fourchette est assez impressionnant. On sort d'une chambre avec une soixantaine de députés de gauche, c'est-à-dire socialistes, communistes et la France Insoumise. Il n'y avait que 17 députés France Insoumise. Ils ont pourtant été extrêmement visibles, extrêmement actifs, avec parfois de l'obstruction. Imaginons une chambre avec 3 fois plus de députés de gauche. Presque. Le cirque peut-être pas, mais c'est vrai que ça peut être plus difficile à gérer. Je reprends votre idée, même si elle ne s'adapte pas à nos institutions de la 4e République, où ce sera parfois, sans doute, avec une coalition des oppositions droite, RN et même gauche, contre le gouvernement pour des motions de censure. Ça peut être relativement compliqué. En tout cas, des chambres que l'on n'a jamais trouvées après 2002, après 2007, après 2012 ou 2017, où l'effet de souffle présidentiel avait assuré une majorité absolue systématiquement au président gagnant.
Alors, ça dépend. Oui, ça peut être très, très sportif et ce sera très sportif. J'imagine que dans la majorité, on espère aussi que ça peut ressouder une majorité qui se sentirait un peu menacée, qui se sentirait plus fragile, parce que quand elle est très à l'aise, la majorité, elle se déchire, elle discute, elle prend ses aises, elle se vide, enfin bon. Quand elle est menacée, avec les avantages que cela a d'être dans la majorité, ça peut être différent. Or, c'est un des risques. Parce que là, on a fait le portrait de l'opposition, mais on n'a pas raconté ce qui se passe en interne, dans cette fameuse majorité. Alors, c'est ça, et il y a des chefs de file, il y a des partis, il y a des rivalités, il y a des ambitions. Jusqu'à quand l'union va-t-elle tenir, finalement? Parce que même la gauche, 2012, quand elle arrive au pouvoir, et on s'est rendu compte, très vite, à l'Assemblée, ça a été compliqué, et les frondeurs au sein même du Parti socialiste, qui a fait exploser clairement la gauche. Alors, c'était des divergences idéologiques. Mais oui. Certainement, là, ça va être des divergences personnelles. Là, ce sera des ambitions personnelles. Parce que la succession d'Emmanuel Macron va commencer d'une façon ou d'une autre, pas ouvertement, mais à un moment, elle commencera. Et donc, quel climat à l'intérieur de cette majorité, face à cette opposition qui sera très puissante, très multiple alors, le danger fait qu'on serre les coudes en général. Donc, c'est peut-être l'espoir secret de cette majorité, c'est que comme ça va être dur, eh bien, il n'y aura pas trop de dispersion au début au moins. Voilà le plan. La suite. Concernant la NUPES, les listes dissidentes à gauche, Parti socialiste surtout, est-ce qu'elles peuvent faire du mal à cette union de la gauche ? Ça peut faire perdre ça et là des circonscriptions. Dans notre dernière intention de vote nationale, on estimait les divers gauches à 4%. Alors 4%, ça paraît très peu. Et puisque ces divers gauches sont que sur une centaine de circonscriptions, ramenées au poids de l'ensemble des circonscriptions, ça fait des scores de 15%, de 16%. Alors dans quelques circonscriptions, ça peut permettre peut-être à ces électeurs, à ces candidats de gauche dissidents de devancer la NUPES, ça peut être chez Carole Delga, peut-être en Dordogne, peut-être dans cette fameuse circonscription de Paris où il y a une bataille entre Daniel Simonet et Lamia El Haraj, la députée sortante. Mais en tout cas, à minima, ça peut, compte tenu du ticket d'entrée très élevé pour le second tour avec une abstention forte, ça peut parfois priver la NUPES de l'accès au second tour. En tout cas, ces divers gauches n'ont pas un pouvoir de nuisance extraordinaire, mais sont là et montre que oui, il y a ce récit d'une gauche qui a fait l'union, ce qui était complètement inespéré et apparaissait comme quelque chose d'impossible pendant la présidentielle, mais elle n'a pas été parfaite. Et alors justement, pendant la présidentielle, on a vu au vu du résultat d'Anne Hidalgo que le Parti socialiste, au niveau national, était mort, mais au niveau local, au niveau régional, il existe encore. Alors oui, les législatives, c'est pas les régionales, c'est pas les municipales, mais tout de même, sur le terrain, au niveau local, Valérie, le Parti socialiste existe encore quand même. Et vous parliez tout à l'heure justement d'être vraiment local et d'être implanté. C'est important là aussi. Oui, là où on peut faire la différence. C'est important, vous avez raison, mais c'est ce que vient de dire Frédéric. Ça peut être important à la marge, ça peut faire perdre des circonscriptions des candidats, à des candidats de la NUPES ou même de la majorité présidentielle, pourquoi pas. Mais le sort qui peut être réservé au Parti socialiste, ça pourrait être le sort du Parti radical de gauche, c'est-à-dire un socialisme dans quelques... de niche un peu. Voilà, j'ai cherché un autre terme, mais voilà, l'idée étant ça, c'est-à-dire des poches de résistance, entre guillemets, socialistes, mais très relatif, franchement. Il y a un peu en Corrèze, on a vu François Hollande et Bernard Cazeneuve se déployer dans quelques circonscriptions de Corrèze. Il ne va pas y en avoir des milliers. Ce qui a une dynamique, effectivement, et que la NUPES arrive en force dans l'hémicycle, les dissidents, c'est fini, quoi. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de dissidents au sein même après de la NUPES dans cette alliance? Ah oui, non, mais alors ça va être... De toute façon, chacun va former son rester unis, ça va être compliqué. Donc, d'accord, mais en tout cas, la dynamique, ça sera... La gauche, un socialisme disait toujours qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette alliance, disait mais si on ne l'avait pas signé, on était sûr de mourir. Oui. Donc là, on a une chance d'avoir au moins un ballon d'oxygène et de survivre avec la gauche qui existe encore. Voilà, c'est ça l'argument. Renaud. Le dissident, plus il est implanté, plus il fait mal. Ça dépend de son implantation. Il y a effectivement des dissidents qui sont... Oui, ça dépend de son implantation. Exactement. On l'a vu hier avec Manuel Valls. Il est parachuté, il a beau avoir l'investiture. Face aux dissidents aussi, en face qui lui était en plus implanté. Totalement implanté. Et donc dans ce cas-là, effectivement... Manuel Valls, on peut le dire, clairement, il est clivant. C'est une personnalité un peu à part quand même. Absolument, extrêmement clivante et des gens l'apprécient et en même temps une très grande majorité des électeurs de gauche
le déteste. La traversée du désert n'a peut-être pas été assez longue depuis, absolument. 2017. Et sur votre question sur le nombre de députés de la NUPES et notamment de la France Insoumise, parce qu'il y a une OPA sur le PS, c'est la prochaine aussi présidentielle qui se prépare. Parce que si vous avez un groupe, c'est pas pareil d'avoir 140 ou 190, 200. Si tout un mandat vous apparaissait en force, s'il est en bonne santé, moi je ne prends pas les paris, mais Jean-Luc Mélenchon, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas candidat la prochaine fois. Alors, ça fait 40 minutes, 45 bonnes minutes qu'on est en train de parler. C'est vrai que dans l'oreillette, on vient de me dire qu'il y a quand même un parti dont on n'a pas trop parlé. LR, alors ce qui est terrible, mais qui peut-être est finalement à l'image de ce qui s'est passé et des résultats de la présidentielle. Où en est le parti des Républicains, Frédéric ? Ce parti fait campagne de manière très active à l'échelle locale. Il y a une centaine de sortants parce que eux aussi battent existent de façon le terrain, locale. 100 sortants qui en plus ont été élus dans des circonstances compliquées en 2007 qui sont bien implantés. Très peu finalement sont allés chez En Marche, mais il n'y a pas d'orchestration nationale. LR n'est pas dans la France des 3 blocs dont j'ai parlé tout à l'heure. Gauche, NUPES, En Marche et le RN. Et c'est vrai que dans beaucoup de circonscriptions où LR n'est pas sortant, ils ne seront qu'une force d'appoint dans la perspective d'un second tour et pourraient être les arbitres. Et même quand on est sortant, quand on est face à ces 3 blocs, quand on sort d'un score de Valérie Pécresse en moyenne à 4,5 dans la plupart des circonscriptions, c'est très compliqué puisque dans notre projection, ce n'est qu'une projection, elle date d'une semaine, on a un LR qui serait entre 35 et 55 sièges, c'est-à-dire qui diviserait au moins son score de 2007 par 2. Et là, qui garde un groupe. Oui, ça serait un groupe, mais ça serait un plancher jamais vu pour la droite dans l'histoire de la Ve République. Alors, ce soir, moi, Jean-François Copé, notre invité. Mercredi, Xavier Bertrand sera aussi avec nous. C'est sûr que c'est un parti qui fait campagne. Parce que justement, ils ont des implantations, ils ont des candidats et donc ils espèrent beaucoup, ils comptent beaucoup là-dessus. Mais il y a une vraie question. Effectivement, à quoi servent-ils ? Et on voit bien que le sillon qu'ils tentent de creuser depuis une semaine, c'est celui de la sécurité, en disant, voilà, Macron n'est pas assez clair sur le régalien, sur la sécurité, et donc il a besoin de nous. Donc peut-être que la stratégie de ce parti, mais c'est les questions que j'aurais à poser, ça sera d'essayer de peser et de faire des alliances au coup par coup ou de voter contre cette majorité selon les projets. Et parce que sinon, c'est vrai que la question, c'est à quoi vont-ils servir ? Et la question des électeurs, c'est à quoi allez-vous servir ? Si vous n'avez pas de majorité, si vous n'êtes pas non plus le principal groupe d'opposition, qu'est-ce que vous faites ? Donc, il faut qu'ils trouvent aussi un message, à part leur implantation, qui soit un message cohérent pour les électeurs, effectivement. C'est le coup réussi, là, en revanche, par Emmanuel Macron, d'avoir fait disparaître après la gauche, finalement, on se rend compte. C'est un travail de très longue haleine qui a commencé dès 2017 avec la nomination d'Édouard Philippe qui a pour première parole dans la passation des pouvoirs avec Bernard Cazeneuve, je suis un homme de droite, et avec toutes ces réformes qui avaient suscité ce que j'avais appelé une sainte alliance entre les sympathisants de droite et sympathisants En Marche. C'est vrai que l'espace de LR s'est complètement rétréci et ça se termine par le score de Valérie Pécresse. Il y a quand même beaucoup de candidats LR très bien implantés, mais c'est clair qu'on sera sans doute sur un étiage rarement atteint pour un parti de droite sous la Ve République. Comme quoi, c'est assez étonnant quand même. C'est vrai que la gauche avait plié, on va dire, il y a 5 ans, existait en tout cas très très peu, même au sein de l'Assemblée. Finalement, on va peut-être revenir en force et LR qui disparaît. Mais ça, c'est assez incroyable. Il avait peut-être pas prévu ça. Mais c'est pas la même gauche, pardon. Oui, mais 2017, c'était une gauche de gouvernement. Non, mais chez les électeurs, en tout cas, peut-être. Oui, mais on a une gauche beaucoup plus radicale. C'est pas du tout la même gauche. De la même manière que les électeurs LR qui sont allés chez Emmanuel Macron, c'est plutôt du centre droit plutôt que de la droite. Je vais aller le dire rapidement. Ciotti-Vauquier, qui va rester sans doute fidèle à cette ligne-là. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes paysages qu'en 2017. Le paysage politique, en effet, a beaucoup changé. Allez, on me dit une dernière minute. Donc, Frédéric, vous voulez peut-être ajouter sur sondage demain ? Demain, nous aurons une projection nationale, donc on verra si projection nationale, en siège, une intention de vote nationale sur offre réelle, puisque maintenant l'offre réelle est connue, et la circonscription du Calvados, celle où Elisabeth Borne est candidate, où elle se confronte pour la première fois au suffrage universel. Merci. J'ai une petite dernière question. Allez, Arlette,
La défaite hier de Manuel Valls, c'est pas une secousse pour la REM. On est d'accord, on le disait, c'est quelque chose de très particulier. Non, c'est une grosse secousse pour lui. Ça serait quand même la fin d'une histoire personnelle. Mais c'est vrai qu'on pourrait résumer. Vous savez, la chanson « Mais t'es où ?» Pas là, on ne savait pas où il était, on ne savait pas en France, en Espagne. On verra. On peut mourir plusieurs fois en politique. Oui, c'était déjà quand même un petit peu le cas pour lui. Lui-même semble vouloir se remettre en retraite. La majorité aurait eu besoin d'un bretteur comme lui à l'Assemblée, notamment contre les mélenchonistes. Il n'y aurait pas été de trop dans les batailles qui s'annoncent parce qu'il a du tempérament. Sa personnalité est très discutée, contestée, mais ses convictions, elles n'ont pas changé et elles sont très fortes et elles auraient été utiles pour la majorité. Merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir participé à cette émission. Vous avez rendez-vous bien sûr avec David Pujadas. Cette question, qui arme l'Ukraine et avec quelles armes? Les réponses tout de suite dans... donc comment s'appelle l'émission? Tiens, j'oublie maintenant, 24 heures Pujadas. Pas Valérie qui m'a aidé, hein. Bon allez, bonne soirée à tous sur LCI.